qui concerne les entreprises. Première chose, c'est quelles évolutions en termes de dispositifs d'accès à la formation des salariés. Je parle bien de dispositifs d'accès à la formation des salariés. Les autres typologies de public, demandeurs d'emploi, travailleurs non salariés ou agents publics, au sens large du terme fonctionnaires ou agents contractuels, ne sont pas impactés directement par les éléments de la loi. Donc, en ce qui concerne les dispositifs d'accès à la formation des salariés, aujourd'hui, un salarié a la possibilité d'accéder à la formation à l'initiative de son entreprise, par l'intermédiaire du plan de formation, ou à son initiative individuelle par l'intermédiaire principalement du CPF et du congé individuel de formation. Et puis, il y a d'autres dispositifs qui existent. On peut accéder à la formation pour les personnes sous statut de contrat de professionnalisation. Et puis, il y a aussi la période de professionnalisation qui existe à ce jour. Demain, il y a une évolution des dispositifs d'accès à la formation des salariés autour de 4 éléments. Il y a un nouveau dispositif qui apparaît, qui s'appelle les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance. Je vais y revenir plus en détail juste après. Il y a le plan de développement des compétences qui est à l'initiative de l'entreprise, qui est en fait une transformation du plan de formation qui existe aujourd'hui. Je vais y revenir aussi plus en détail. La mobilisation du CPF reste avec le CPF et le CPF de transition professionnelle. Le CPF de transition professionnelle étant considéré comme le remplaçant du congé individuel de formation. Et il existe toujours l'accès à la formation par les contrats de professionnalisation. Et sur la diapo, on a rajouté quelque chose qui est par la validation des acquis de l'expérience, parce que c'est quelque chose qui semble important aussi. Le droit au congé de validation des acquis de l'expérience reste intégré à la loi, même si son mode de financement, financé aujourd'hui par les OPACIF dans le cadre du congé individuel de formation, disparaît, mais le droit au congé validation des acquis de l'expérience reste. De plus, en accompagnement de l'évolution professionnelle et de l'analyse des besoins en compétences des salariés, reste, comme l'a indiqué M. Puydebois, l'entretien professionnel. Cet entretien professionnel, donc, qui aujourd'hui consiste à un entretien tous les 2 ans pour faire le point sur les besoins en développement des compétences, avec un entretien final, un entretien bilan, à 6 ans. Donc le dispositif reste, mais évolue. Il évolue à 2 niveaux. La fréquence d'entretien professionnel tous les 2 ans reste, sauf si des accords d'entreprise ou des accords de branche permettent d'avoir une autre fréquence que tous les 2 ans. Ça, c'est première évolution. Deuxième évolution, l'entretien bilan reste obligatoire tous les 6 ans. Ça, les accords de branche ou les accords d'entreprise ne pourront pas déroger à cet entretien bilan tous les 6 ans. Donc, ce que prévoyait la loi de 2014, c'est que l'entretien bilan permette de faire en fait un état des lieux de ce qui s'est passé sur les 6 dernières années. Donc là, ce sera la même chose. Aujourd'hui, en fait, lors de cet état des lieux, on regarde 3 choses. On regarde si la personne a suivi une action de formation en dehors d'actions de formation obligatoires ou réglementaires. On regarde si la personne a acquis des éléments de certification par la VAE, ou on regarde si la personne a eu une progression salariale. Et si 2 de ces 3 critères ne sont pas atteints, il y a une pénalité, entre guillemets, pour les entreprises de plus de 50 salariés en termes d'abondement du CPF à hauteur de 100 heures de CPF aujourd'hui.
à 30 euros, c'est-à-dire 3 000 euros aujourd'hui, ou 3 900 euros pour les personnes qui sont à temps partiel. Demain, on regardera uniquement si la personne a suivi au moins une action de formation au cours des 6 dernières années, en dehors des actions de formation à caractère obligatoire. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il y aura abondement du CPF avec une valeur financière qui restera à déterminer par décret. Voilà pour l'entretien professionnel. Si on s'intéresse à l'évolution des différents dispositifs, donc promotion ou reconversion par alternance, en fait, c'est une période de professionnalisation bis. Ouais, alors Monsieur Puy-de-Bois dit affreux, alors, mais c'est quand même, du moins pour faire simple, c'est quand même un peu ça. Si ce n'est quand même qu'il y a une grosse différence demain, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2019 par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est que cette action de formation, de promotion, de reconversion par alternance ne sera accessible que pour des salariés ayant un niveau de qualification inférieur ou égal à un niveau qui va être précisé par décret. Donc tout le monde rigole, donc je vais le refaire d'une autre manière. Ça veut dire aujourd'hui, la période de professionnalisation, elle est accessible à tout salarié, quel que soit son niveau de qualification initial ou antérieur. Demain, l'action de promotion de reconversion par alternance ne sera accessible qu'à des salariés qui ont un niveau de qualification inférieur à un niveau de qualification qui va être défini par un décret. Sous-entendu, mais M. Puy-de-Bois pourra compléter si je me trompe, sous-entendu, on réserve ce dispositif accessible aux salariés qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les salariés peu ou pas qualifiés. La question, c'est le niveau de pas ou peu qualifié, il est situé où? Est-ce qu'il est situé au niveau 5? Est-ce qu'il est situé au niveau 4? Voire, par rapport à ce qu'on entend, est-ce qu'il pourrait être situé au niveau 3? Ça veut dire que, globalement, la période de reconversion ou de promotion par alternance, ça ne sera accessible peut-être qu'à des salariés de niveau 5 ou 4, voire de niveau 3, mais peut-être que M. Puy-de-Bois pourra apporter des éléments complémentaires. La période de pro est très largement utilisée comme un complément au plan de formation qui était de la responsabilité de l'employeur. Dans sa nature même, c'était un outil d'ingénierie financière qui était par rapport à des fonds mutualisés sur prélèvement obligatoire, très largement, c'était utilisé pour du complément de plan de formation qui relève de la responsabilité de l'employeur, je le redis. Donc, et moi j'ai vraiment vu dans les états statistiques et financiers qui nous sont remis, j'ai vraiment vu des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, en fait beaucoup plus, pour former des pilotes de ligne à bac plus 8 en période de professionnalisation sur des vraies fausses alternances pour 70 heures. Donc voilà, c'était un dispositif très épars. Il y avait des réussites. Il a servi à reconvertir beaucoup de secrétaires, notamment dans le commerce, vers des fonctions relations clients. Donc c'était un dispositif assez hétérogène, mais assez largement tourné vers le complément du plan de formation de l'employeur. Le souhait de promotion, reconversion dans l'alternance, c'est qu'en effet, il cible bien des actions de promotion et de reconversion dans l'alternance. Et donc, pour ça, on agit sur 2 leviers, vous avez raison, le public et la durée. La durée de formation, on passe de 70 heures à 150 heures. Donc c'est le même régime en fait que les contrats de professionnalisation. Donc on attend des formations qui sont vraiment de reconversion pour changer de métier, changer de profession, des formations plus lourdes. De le public, c'est pas cadre supérieur qui est visé, compte tenu du fait qu'on a en France le sujet de former les plus qualifiés. Et là, le décret n'est pas pris, mais les orientations qui ont été données et qui sont publiques, puisque la ministre s'est exprimée à l'Assemblée nationale là-dessus, c'est que le niveau de qualification qui serait envisagé, très susceptible d'être retenu, c'est les niveaux 4, 5 et 3. Donc c'est jusqu'au niveau BTS inclus. Voilà.
Même fonctionnement effectivement que les contrats de pro, donc avec un même process. Il y a un dépôt de l'avenant au contrat de travail du salarié auprès de l'OPCO. On reviendra sur les aspects quand on abordera le contrat de professionnalisation. Donc voilà pour ce première évolution de dispositif ou transformation de dispositif au service des salariés qui en ont le plus besoin. Deuxième élément, c'est l'évolution du plan de formation en plan de développement des compétences. Alors certaines, je me permets, monsieur Puydebois, certaines mauvaises langues disent on met la compétence à toutes les sauces, plan de développement des compétences, France Compétences, société de la compétence, etc. Donc mais ceci étant dit, il y a une évolution du plan de formation en plan de développement des compétences. Au-delà du changement de nom, il y a un changement profond aussi de simplification, de formalisation et de réalisation du plan de formation dans les entreprises, donc du futur plan de développement des compétences. Excusez-moi, si j'utilise l'un des termes pour l'autre, il faut aussi qu'on ait l'habitude de changer notre vocabulaire professionnel antérieur. En fait, aujourd'hui, une entreprise qui élabore un plan de formation avec consultation des instances représentatives des personnels ad hoc. Aujourd'hui, une entreprise classifie les actions de formation en deux catégories. Les actions d'adaptation et de maintien dans l'emploi, qui sont une obligation de l'employeur, comme le rappellerait M. Puydebois en introduction. C'est inscrit dans la loi que toute entreprise doit maintenir le niveau de compétence de ses salariés et obligation d'adapter en fonction des évolutions techniques ou organisationnelles de l'entreprise. Donc, il y a des actions d'adaptation ou de maintien dans l'emploi et il y a des actions de développement des compétences. Les actions d'adaptation ou de maintien dans l'emploi se déroulent systématiquement sur le temps de travail. Les actions de développement des compétences peuvent se dérouler en partie en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par an et par salarié. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. On oublie cette catégorisation d'actions de formation. Demain, il n'y aura plus cette catégorisation des actions de formation. C'est-à-dire que le plan de développement des compétences sera formalisé en fonction d'actions de formation qui seront réalisées à l'initiative de l'employeur. Il y a quand même un élément à rappeler, c'est qu'il y a des obligations de formation, il y a des formations obligatoires. Donc l'article L6321-2 du Code du travail dit que la formation obligatoire est caractérisée comme toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale et de dispositions légales ou réglementaires. Donc il y a des formations obligatoires qui restent obligatoirement réalisées sur le temps de travail, puisque c'est considéré comme une activité de travail classique. Ensuite, donc, ces actions de formation se dérouleront systématiquement sur le temps de travail, comme ce qui existe déjà aujourd'hui. Pour les autres actions de formation, elles se dérouleront sur le temps de travail, sauf si un accord d'entreprise ou un accord de branche prévoit que certaines typologies d'actions de formation ou certains types d'actions de formation puissent se réaliser en dehors du temps de travail. Et c'est l'accord de branche ou l'accord d'entreprise qui précisera dans la limite de combien d'heures par an pourront se dérouler ces heures en dehors du temps de travail. D'accord ? S'il n'y a pas d'accord d'entreprise ou d'accord de branche, l'action de formation pourra se dérouler sous réserve de l'accord du salarié dans la limite de 30 heures par an et par salarié, ou de 2% du temps de travail si les gens sont, du temps si les gens sont sur des forfaits annuels. Voilà pour l'évolution du plan de développement des compétences des entreprises, en espérant que je sois à peu près clair. Voilà.
Autre, du moins, c'est pas réellement, du moins, autre, si, c'est quand même quelques évolutions. Il y a des évolutions apportées au contrat de professionnalisation, sachant que, alors là aussi, on aura l'occasion d'aborder ça quand on abordera le contrat d'apprentissage ou l'aspect apprentissage, qui sera le dernier point sur les mesures que l'on abordera. Mais en fait, on voit, alors c'est une traduction de notre part, hein, vous confirmerez, Monsieur Puydebois, mais on voit qu'on cherche à rapprocher les modalités de fonctionnement des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage. Donc en fait, on a fait évoluer le contrat d'apprentissage, on y reviendra. On fait évoluer légèrement le contrat de professionnalisation. Et quand on regarde demain, quand on regardera la différence, il faudra vraiment aller voir dans le détail la différence. Il y en a quand même une qui reste, a priori, c'est qu'en contrat d'apprentissage, on ne peut pas signer de contrat d'apprentissage à temps partiel, alors que c'est possible en contrat de pro. Mais a priori, c'est la seule condition qui restera de différenciation entre les deux contrats, au-delà du mode de financement, mais qui se rapproche. Et d'objectifs qui peuvent être un peu différents, puisque dans un cas, on est sur la professionnalisation dans le cadre de la formation continue, et dans l'autre cas, on est sur la formation initiale, pour repréciser. Donc les évolutions du contrat de professionnalisation, demain, pour certains types de publics, il y aura la possibilité de signer des contrats de pro jusqu'à 36 mois. Aujourd'hui, un contrat de pro, c'est de 6 à 12 mois. Par extension, ça peut aller jusqu'à 24 mois sous réserve d'accord de branche. Demain, on pourra signer des contrats de pro de 6 mois à 36 mois. Ça, c'est première évolution. Deuxième évolution, c'est qu'à l'intérieur des contrats de professionnalisation, pourra y avoir une période de mobilité internationale, donc dans l'Union européenne ou hors Union européenne. On y reviendra quand on parlera des contrats d'apprentissage. Troisième élément, c'est que sous réserve de l'apparition d'un décret, il y a une expérimentation qui va être menée qui permettra, dans le cadre de contrats de professionnalisation, de viser l'acquisition de compétences qui ne seront pas forcément des acquisitions en lien avec une certification professionnelle, mais qui serait l'acquisition de compétences définies conjointement entre l'employeur, le salarié et l'opérateur de compétences qui financera le contrat de pro. Et autre élément, c'est les possibilités pour les structures de l'IA, l'insertion par l'activité économique, de conclure des contrats de pro, et puis la possibilité, sous réserve qu'il y ait des accords de branche, de poursuivre la formation pendant une durée de 6 mois en cas de rupture du contrat de professionnalisation. Voilà pour les évolutions sur les dispositifs.